Cher maître, honorable assistance, permettez-moi encore une fois de faire une nouvelle présentation, mais cette fois-ci concernant des cas particuliers du carcinome basocellulaire. Alors, le carcinome basocellulaire est un cancer cutané très fréquent. Donc, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est le plus fréquent dans notre consultation et dans notre contexte, vu l'exposition chronique aux UV et plusieurs caractéristiques dermoscopiques ont été soulevées. Donc, nous rapportons aujourd'hui 3 cas particuliers de ce carcinome basocellulaire. Pour le premier patient, donc c'est un homme de 55 ans, sans antécédents particuliers notables, qui présente depuis 5 ans une lésion au niveau du dos. Donc, sur le plan clinique, c'est une plaque pigmentée, grossièrement ovalaire, donc atrophique, avec une surface rugueuse qui fait environ 2 cm de grand axe situé au niveau du dos. Donc, cliniquement, on a évoqué en premier un mélanome, un carcinome basocellulaire qui est pigmenté, un sarcome de Darby-Ferrin. Donc, on a posé notre dermoscope. On a trouvé donc les aspects digitiformes en périphérie. Donc, on a retrouvé l'aspect en feuilles d'érable vers 20 heures. On a retrouvé également des structures de roue dentées. Et on a retrouvé l'ini-ovoïde et également des globules qui sont gris-bleu. On a réalisé donc une biopsie pour ce patient qui était revenu en faveur d'un carcinome basocellulaire nodulaire. Donc, pour le deuxième patient, c'est une patiente plutôt donc de 68 ans qui était suivie pour un purpura thromboplénique idiopathique et qui depuis 1 an présente donc ce nodule au niveau de genou qui fait environ 2 cm de grand axe, qui est de consistance ferme, à base indurée. Donc, il est érythémateux par endroits, mais il y a des endroits qui sont pigmentés surtout en périphérie. Donc, les diagnostics évoqués cliniquement, c'était en premier un mélanome, un carcinome basocellulaire et puis un angiosarcome. On a posé notre dermoscope, donc on a retrouvé des structures vasculaires à type de vaisseau en un tronc d'arbre qui sont visibles ici. Donc, on a retrouvé des nid-ovoïdes, on a retrouvé des microkystes. On a également retrouvé des chrysalides, des globules gris-bleu, des vaisseaux linéaires irréguliers et une ulcération qui apparaît ici recouverte d'une croûte. Une biopsie a été réalisée encore une fois, donc c'était en faveur d'un carcinome basocellulaire mixte. On a confirmé par un immunomarquage à la cytokératine 5 et 6 qui a confirmé le diagnostic de carcinome basocellulaire. Pour la troisième patiente, donc c'est une patiente de 65 ans, diabétique, hypertendue, donc qui était hospitalisée en neuro pour un AVC ischémique dans le délai, qui présentait depuis 8 ans une lésion pigmentée au niveau du pli du coude qui s'est ulcérée suite à la thrombolyse réalisée. Donc cliniquement, c'était une tumeur pigmentée ulcérée au centre. Donc sur le plan clinique, on a évoqué... Donc, cliniquement, on a évoqué donc, un mélanome, un CBC pigmenté, un angiosarcome. On a réalisé encore une biopsie, une dermoscopie. Donc, on a retrouvé surtout les vaisseaux en tronc d'arbre sur la quasi-totalité de la lésion, un aspect digitiforme en périphérie et surtout l'ulcération, c'est vrai, elle est visible cliniquement, mais aussi sur le plan dermoscopique. Une biopsie réalisée a confirmé le diagnostic de carcinome basocellulaire nodulaire. Donc, le carcinome basocellulaire nodulaire peut avoir plusieurs aspects cliniques et plusieurs aspects dermoscopiques. Il y a des critères dermoscopiques qui sont classiques et qu'on connaît tous, notamment les nid-ovoïdes, qui sont des structures ovalaires gris-bleu, donc bien limitées. On va retrouver des structures vasculaires à type de tronc d'arbre. On va retrouver des feuilles d'érable. On peut retrouver également donc, des aspects digitiformes. On peut retrouver donc l'ulcération qui est très spécifique. On peut retrouver un aspect de roue dentée qui est une structure arrondie, donc gris-bleu avec des prolongations radiaires. Et on peut trouver des nids ovoïdes. Mais on peut retrouver également des structures qui sont inhabituelles ou bien atypiques, à type 2, donc vaisseaux en épingle à cheveux ou bien des boucles, des vaisseaux linéaires qui sont irréguliers, comme dans ce cas-là. On peut également retrouver donc des globules qui sont gris-bleu. On peut trouver également des points. On peut retrouver des pseudokystes. Et plus rarement, on peut trouver un aspect
jaunâtres brillantes qui peuvent être révérées comme des chrysalides, mais des fois ils peuvent être plus épais que les chrysalides habituels. Donc en conclusion, le CBC typique a un aspect clinique très évocateur, mais quand il s'agit d'une topographie qui est atypique ou bien inhabituelle, c'est l'intérêt de la dermoscopie qui permet de redresser le diagnostic. Cher maître, honorable assistante, permettez-moi de vous présenter deux observations que j'ai intitulées Beauty and the Beast. Donc, en guise d'introduction, la dermoscopie est une technique non invasive qui permet de guider le diagnostic devant des lésions pigmentées ambiguës afin d'instaurer un traitement adéquat et d'améliorer le pronostic. Pour mieux élucider ce rôle, on a opté pour présenter ces deux observations. Pour le premier cas, il s'agit d'une patiente âgée de 57 ans, sans antécédents pathologiques notables, qui présentait depuis 7 ans une tache brune au niveau du front, pour laquelle elle a reçu un traitement par laser. L'évolution a été marquée par l'augmentation progressive de sa taille. Donc, à l'examen dermato, à sa consultation, on a objectivé une macule pigmentée hétérogène, bien limitée, avec des bordures irrégulières, ségeant au niveau du front, faisant environ 2 cm de grand axe, centrée par une papule pigmentée homogène, faisant à peu près 0,5 cm de grand axe. La dermoscopie a montré une hétérochromie, un pseudo-réseau pigmenté irrégulier, un aspect de voile gris-blanc avec plage pigmentée homogène, des points et globules pigmentés périphériques asymétriques, un début d'envahissement des follicules pileux, ainsi qu'une zone de régression. Donc ces aspects dermoscopiques nous ont incité à réaliser une biopsie cutanée de cette lésion, revenant en faveur d'un névus bleu. Vu l'aspect clinique et dermoscopique suspect, on a opté pour réaliser une biopsie XRS dont l'histologie a montré une prolifération lentigineuse intraépidermique faite de mélanocytes atypiques, ainsi qu'une infiltration du derme, confirmant le diagnostic de mélanome de Dubreuil en progression verticale avec un Breslow de 2 mm. Pour le deuxième cas, c'est un patient âgé de 53 ans, sans antécédents pathologiques notables, qui présentait une lésion pigmentée infiltrée, traitée préalablement par cryothérapie. L'évolution s'est marquée par l'ulcération de cette lésion, sans tendance à la cicatrisation, ce qui a motivé sa consultation chez nous pour prise en charge. Donc l'examen dermato avait montré une plaque pigmentée temporale, mal limitée, érodée au centre, faisant environ 2 cm de grand axe. La dermoscopie a montré une érosion, un aspect de feu d'érable, des nids ovoïdes ainsi que des points et globules gris-bleus et l'aspect digitiforme. Donc ces aspects nous ont fait penser à un carcinome basocellulaire nodulaire, ce qui nous a incité à réaliser une biopsie confirmant ce diagnostic. L'histologie a montré des massifs faits de cellules basaloïdes séparées par des fentes de rétraction ainsi que la présence de mélanophages. Les deux patients ont bénéficié d'une exérèse chirurgicale carcinologique. En conclusion, il ne faut jamais traiter de lésions à l'aveugle, de lésions pigmentées à l'aveugle, avant une analyse clinique et dermoscopique minutieuse. Devant le moindre doute, il faut réaliser une biopsie. Et si l'histologie est rassurante, concordant avec une clinique et dermoscopie alarmante, il ne faut pas hésiter à refaire d'autres biopsies. Ainsi, le dermoscope reste l'outil incontournable dans le diagnostic de lésions pigmentées et notamment de carcinome basocellulaire tatoué. Je me permets de partager avec vous ce cas clinique du jeune Oussama. Âgé de 17 ans, originaire de Marrakech, sans antécédents pathologiques particuliers, notamment pas de notion de traumatisme, pas de notion de piqûre d'insectes, qui est consulté pour une lésion au niveau du bras gauche, évoluant depuis 18 mois, indolore, légèrement prurigineuse, augmentant progressivement de taille et sans signes associés. À l'examen dermato, on a trouvé donc un nodule érythémato-violacé. Donc, à l'examen dermato, on a trouvé un nodule érythémato-violacé de 2 cm, ulcéré au centre, bien limité, de consistance ferme, mobile par rapport au plan profond. Et à la dermoscopie, donc on a objectivé, plus que l'ulcération qui a été objectivée cliniquement, une ulcération centrale avec un patron vasculaire en périphérie, fait de vaisseaux glomérulaires et des vaisseaux en épingle à cheveux entourés d'un halo blanchâtre. On est devant quoi? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Donc c'est une tumeur kératinisante. Alors, s'agit-il d'une leishmaniose?
Alors, vu l'origine du patient, donc Marrakech, le siège tenant compte que le bras peut être une zone découverte, l'évolution et l'aspect clinique. Kérato Akanton, quoique l'évolution elle est contre, c'est évoluant depuis 18 mois. Exactement. Pourquoi pas un carcinome épidermoïde? Pour confirmer ces diagnostics, donc un frottis à la recherche du corps de Leishmani a été fait à 2 reprises revenant négatif. Une biopsie cutanée a été faite, objectivement un revêtement cutané hyperacontosique avec une hyperkératose orthokératosique compacte par endroit et parakératosique d'autres, avec une prolifération tumorale qui occupe presque la totalité du derme. Cette prolifération est faite de cellules fusiformes, donc fibroblastes-like, avec une disposition tourbillonnante. Et à fort grossissement, on a trouvé un discret infiltrant lymphocytaire. Je dis ici aussi. Alors, le diagnostic retenu histologiquement, c'est un histiocytofibrome. C'est le cas. Exactement, ça rejoint le cas que vous avez vu, professeur. Et même le cas que professeur Argentien a été publié donc, en 2017. Pas de notion de traumatisme. Il était légèrement prurigineux, mais pas de notion de traumatisme. C'est légèrement prurigineux. Alors, une biopsie xérès a été faite sans marche avec un recul de 1 an sans récidive. Alors, en rejoignant la présentation de notre cher professeur Mzien, alors l'histiocytofibrome ou dermatofibrome, c'est une tumeur cutanée bénigne au dépend des tissus conjonctifs, éthiopathogénie jusqu'à maintenant controverse. Ça peut être d'origine post-traumatisme local ou bien secondaire une piqûre d'insecte. Donc c'est une réaction. Alors c'est une tumeur fréquente, le plus souvent se voit chez les sujets jeunes, à prédominance féminine. La localisation la plus préférentielle, c'est surtout au niveau des extrémités, au niveau du tronc. Et la clinique, donc c'est la représentation clinique la plus typique des histiocytofibromes, c'est une papule ou bien un nodule de couleur brune à brune rouge, de consistance ferme et qui s'échappe à la pression bidigitale, ce qu'on appelle le signe de la fossette. Mais certes, il existe des formes atypiques cliniquement, telles que notre cas. En dermoscopie, donc l'aspect le plus fréquent et le plus connu donc, en littérature, c'est surtout une zone centrale blanchâtre, une zone blanchâtre cicatricielle entourée d'un réseau fin qui s'estompe progressivement en périphérie. Mais parfois, cette zone qui est blanchâtre peut siéger donc soit de multiples structures telles que des pseudoglobules ou bien des structures vasculaires, sinon elle peut être donc multifocale réalisant un réseau inversé. Mais parfois même à la dermoscopie, donc l'histiocytofibrome peut présenter un challenge diagnostique, mais non d'autres diagnostics, que ce soit bénin ou malin. De ceci, donc plusieurs variantes dermoscopiques atypiques ont été décrites dans la littérature. Ceci donc peut être expliqué soit par le stade évolutif de l'histiocytofibrome, soit par le type histologique de l'histiocytofibrome. Alors les différents aspects atypiques décrits dans les littératures, il peut mimer un mélanome, comme il peut mimer donc une tumeur vasculaire à type botryomycome ou angiokératome, comme il peut mimer aussi un carcinome basocellulaire. On peut avoir aussi un aspect tumeur de collision-like, ou bien un kérato, aspect psoriasis-like, ou bien un kérato-acanthome-like, comme le cas de notre patient. Alors en conclusion, nous venons d'après notre cas de décrire un nouvel aspect dermoscopique d'histiocytofibrome qui peut enrichir donc, la liste de la littérature décrite jusqu'à maintenant. Mais ça n'empêche, il existe d'autres cas atypiques à découvrir. Cher maître, honorable assistance, permettez-moi de partager avec vous quelques cas cliniques de bande érythronichique and let's check it with dermoscope. L'érythronichie longitudinale est une bande rouge linéaire qui s'étend du bord proximal à la pointe distale de l'angle. Elle est relativement fréquente et d'étiologie multiple, selon qu'il s'agit d'une atteinte monodactylique ou polydactylique. Donc, elle est secondaire à une perte de la production de la kératine
qui est en rapport avec une atteinte matricielle et qui serait responsable de la formation d'un sillon au niveau de la face ventrale de la tablette ingéale, avec herniation du lit ingéal à ce niveau. Notre premier cas clinique est intitulé « Un silence parlant ». Il s'agit d'un patient âgé de 26 ans qui présente depuis 2 ans cette lésion érythémateuse qui est asymptomatique. L'examen clinique avait révélé la présence d'une bande érythronychique longitudinale avec une onycholyse distale triangulaire qui se prolonge avec une bande leuconychique. L'onychoscopie de cet angle avait objectivé donc la présence d'une bande érythronychique qui s'éclaircit au contact de la lentille du dermoscope avec la présence d'un intervalle sain à la partie proximale. On remarquait aussi la présence de la bande leuconychique longitudinale. L'examen de la partie distale révèle la présence de quelques hémorragies qui sont filiformes de couleur noire avec la présence d'une onycholyse en V qui se prolonge avec une leuconychie longitudinale. L'examen du bord libre avait révélé la présence de l'onycholyse distale avec une hyperkératose qui est très caractéristique et qui est localisée. Donc, on a évoqué 3 principaux diagnostics. Devant le caractère asymptomatique, on a évoqué en premier l'onychopapillome, la tumeur glomique et la maladie de Bowen. La dermoscopie péropératoire avait révélé la présence d'une tumeur qui est bien limitée de couleur rose. Et on a réalisé donc une exérèse longitudinale avec une dermoscopie ex vivo qui a objectivé une tumeur qui est bien limitée de couleur rose pâle et qui est vascularisée avec des prolongements filiformes sur le lit ingéal. Donc on a réalisé une étude anatomopathologique et donc qui était en faveur d'un onychopapillome. L'onychopapillome est une tumeur donc très fréquente responsable de la bande érythronychique. C'est une tumeur qui est bénigne, intéressant la matrice distale et le lit ingéal. Le papillomavirus semble jouer un rôle pathogène dans la genèse de cette tumeur. C'est une tumeur qui est le plus souvent asymptomatique, intéressant essentiellement le pouce. Et le motif de consultation le plus fréquent est une fissuration distale de la tablette. Elle se manifeste le plus souvent par une bande longitudinale, érythronychique le plus souvent, et parfois leuconychique ou mélanonychique. Donc les aspects dermoscopiques les plus retrouvés, c'est la bande érythronychique expliquée par la perte de la production de la kératine et la formation de sillon ainsi que l'herniation du lit ingéal à ce niveau. On a l'éclaircissement de la bande érythronychique au contact de la lentille du dermoscope. On a l'intervalle sain au niveau proximal qui témoigne de l'origine distale au niveau de la matrice. Et puis on a les hémorragies filiformes de couleur violet ou noire, donc secondaire au saignement des vaisseaux engorgés dans le sillon, ainsi que des prolongements filiformes de la tumeur. Donc on a un aspect qui est très caractéristique de l'onychopapillome, c'est l'onycholyse distale en fait, qui peut se prolonger avec le leuconychie longitudinal et qui est expliqué par l'amincissement de l'angle au niveau du sillon et la pénétration de l'air à travers cette onycholyse. Donc on a aussi la masse sous-ingéale kératosique en forme de coin. Elle est secondaire donc à une réaction inflammatoire locale qui serait responsable d'une production très importante de la kératine à ce niveau. Et enfin, on a la fissuration qui est secondaire à la fragilité de la tablette au niveau du sillon. Donc notre deuxième cas clinique, il est intitulé « Un rouge qui fait mal ». Donc il s'agit d'une patiente... Il s'agit d'une patiente âgée de 36 ans, secrétaire de profession, donc qui présente depuis 3 ans une lésion érythémateuse douloureuse intéressant le pouce gauche. L'examen clinique avait révélé la présence d'une bande érythronychique avec une aire blanche homogène au niveau de la partie proximale et une onycholyse distale. L'onychoscopie avait révélé la présence d'une bande érythronychique longitudinale et cette fois-ci, donc, il y a une disparition de la lunule en regard de la bande érythronychique. Donc on note également la présence d'une onycholyse distale avec une friabilité de l'angle à ce niveau. Donc l'onychoscopie du bord libre révèle la présence d'une onycholyse distale, mais dans ce cas, on n'a pas d'hyperkératose sous-ingéale localisée. Donc on a évoqué en premier la tumeur glomique vu le caractère douloureux de la lésion, un onychopapillome, un Bowen ingéal ou un mélanome achromique. Donc la dermoscopie péropératoire avait objectivé donc la présence d'une tumeur qui est bien limitée de couleur rose.
Donc l'étude anatomopathologique donc, était en faveur d'une tumeur glomique. Donc les aspects dermoscopiques les plus retrouvés varient en fonction de la taille de la tumeur glomique. On peut avoir des bandes larges, des bandes érythronychiques qui sont plutôt larges, avec des aires blanches homogènes dans certains cas où la tumeur est plus importante. On peut avoir aussi une disparition de la lunule en regard de la bande érythronychique, des vaisseaux ramifiés qui sont discrets, une onychoschisie sur le bord distal et une friabilité de l'angle secondaire à l'amincissement de l'angle à ce niveau. Donc la dermoscopie péropératoire a un intérêt très important en matière de la tumeur glomique. Donc elle permet de mettre en évidence des télangiectasies qui sont ramifiées sur un fond bleu et la perte abrupte de ces télangiectasies donc marque la périphérie de la masse et donc permettant ainsi une bonne délimitation de la tumeur. Donc le troisième cas clinique, il est intitulé « Rouge dans le rouge ». Donc c'est un patient âgé de 78 ans suivi dans notre formation pour maladie de Kaposi depuis 3 ans et qui présente cette lésion érythémateuse qui est asymptomatique. Donc l'examen clinique trouve une bande érythronychique large avec une onycholyse distale large et une xanthopachyonychie diffuse. Donc l'onychoscopie trouve la présence d'une bande érythémato-violacée large avec un dégradé de couleur et un débord sur le repli proximal. On note aussi la présence de quelques hémorragies filiformes, fines, avec la présence d'une onycholyse distale large et des bandes qui sont leuconychiques. À fort grossissement, on voit la bande érythémato-violacée qui est large, avec le dégradé de couleur et le débord sur le repli proximal. On note également une hypertrophie de la cuticule. L'onychoscopie du bord distal objective la présence d'une pachyonychie, une hyperkératose sous-alvéale plus marquée en regard de la bande érythronychique, des stries leuconychiques et une plicature au niveau latéral. La radiographie du gros orteil n'avait pas objectivé d'une réaction osseuse. Donc, vu le contexte du malade, on a évoqué en premier une maladie de Kaposi sous-alvéale, une maladie de Bowen, un mélanome achromique, une tumeur glomique ou un onychopapillome. L'exploration chirurgicale avait objectivé donc la présence d'une tumeur érythémato-violacée qui se prolonge avec la bande érythronychique. Pour la dermoscopie péropératoire, elle a objectivé donc la présence d'une tumeur érythémato-violacée mal limitée qui se prolonge donc avec la bande. Et l'étude anatomopathologique avec la confirmation immunohistochimique était en faveur d'un Kaposi sous-alvéale. Donc la maladie de Kaposi, c'est une affection proliférative et multifocale avec une double prolifération vasculaire et cellulaire fibroblastique. Elle est caractérisée par une expression cutanée polymorphe et viscérale. Le HHV8 semble jouer un rôle pathogène dans la genèse de cette maladie et la forme méditerranéenne reste la forme la plus fréquente dans notre contexte. Donc pour notre cas, la présence de la bande érythémato-violacée large, l'absence d'intervalle sain, les hémorragies filiformes ainsi que l'hyperkératose sous-alvéale nous orientent vers une origine matricielle de la tumeur. Donc le débord sur le repli proximal peut être en rapport avec un envahissement des structures avoisinantes. Et donc la maladie de Kaposi sous-alvéale est une localisation sous-diagnostiquée qu'on doit y penser. Donc en conclusion, certains critères peuvent nous orienter vers un diagnostic plus qu'un autre. Et on évoque plutôt un onychopapillon devant une triade qui est très caractéristique, qui est l'érythronychie longitudinale avec un intervalle sain, l'onycholyse en V et l'hyperkératose sous-alvéale. On évoque plutôt la tumeur glomique devant le caractère douloureux de la lésion ainsi que l'absence d'hyperkératose sous-alvéale localisée. La maladie de Bowen, c'est une forme qui est très polymorphe et donc trompeuse. Donc il faut évoquer toujours devant une bande érythronychique. Mais on a deux caractéristiques spéciales pour la maladie de Bowen. C'est l'hyperkératose sous-alvéale très importante car c'est une lésion qui est kératinisante. Et la vascularisation particulière qui est faite en verrues et glomérulaires regroupées. Pour la maladie, pour le mélanome achromique, le caractère évolutif rapide ainsi que le caractère destructeur nous orientent vers la nature mélanocytaire de cette lésion. Donc en cas de doute, une exploration chirurgicale s'impose et la dermoscopie a tout son intérêt dans cette situation-là pour orienter la biopsie et pour un meilleur contrôle opératoire. Et je vous remercie.